Bonjour et bienvenue dans le Crime du Mardi, le podcast d'enquête criminelle aussi captivante que troublante. Un mardi sur deux, laissez-moi vous plonger au cœur d'enquêtes entièrement fictives, mais construites comme de véritables affaires. Ici, tout est inventé, sauf le suspense. Cette semaine, dans le Crime du Mardi, laissez-moi vous présenter une affaire peu ordinaire, celle de Carla Fernandez. Nous sommes en juin 2020, lorsque le corps de son mari, Alexandre Le Gall, âgé de 61 ans, arrive au funérarium de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Décédé brutalement à la suite d'un AVC, il est très vite découvert par l'employé de la maison funéraire que quelque chose cloche. L'origine de la mort n'est probablement pas liée à un AVC. Alors, lorsque les gendarmes ouvrent une enquête afin d'en savoir davantage, ils découvrent ainsi que parmi les deux précédents maris de Carla Fernandez, le premier est dans une situation de handicap sévère, tandis que le second est décédé. Mais alors, qui est Carla Fernandez ? Est-elle une femme malchanceuse ou une tueuse aux armes bien aiguisées ? La réponse dans cet épisode inédit du Crime du Mardi. Cette incroyable affaire débute le mardi 12 juin 2020 à Boulogne-Billancourt. Il est un peu plus de 11h du matin lorsqu'Édouard Rivière pénètre dans les locaux du funérarium pour effectuer les derniers soins de conservation sur un défunt avant sa mise en bière. Dès son arrivée, il salue chaleureusement l'hôtesse présente à l'accueil et se rend aussitôt en salle des soins, située à l'arrière de l'établissement. Comme pour chaque nouveau soin, Édouard prend connaissance des demandes de la famille. Pour lui, ce moment est plus que nécessaire. Il ne s'imagine pas redonner au cadavre l'image d'un vivant, sans connaître son histoire. Le défunt se prénomme Alexandre Le Gall. Il est décédé le 9 juin 2020, à l'âge de 61 ans, et patientait jusque-là en chambre froide. Pour Édouard Rivière, ancien gendarme désormais reconverti au métier de thanatopracteur, la journée débute donc tout à fait normalement. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'il est sur le point de lancer l'une des affaires criminelles des plus incroyables qui soient. En salle de soins, l'intervention débute tout à fait normalement. Édouard Rivière commence par la première étape habituelle, laver et désinfecter le corps. De par son expérience de gendarme, c'est à cet instant-là qu'il prend le temps d'observer le cadavre. Surtout lorsque le décès est constaté à domicile et que le corps ne passe pas par l'étape de l'autopsie. Puis, il passe normalement à l'extraction par ponction des gaz et d'une partie des fluides corporels avant d'injecter par voie intra-artérielle une solution biocide plus fréquemment appelée formol. Mais cette fois-ci, quelque chose retient l'attention d'Édouard Rivière. Premièrement, il remarque des traces de griffures au niveau des avant-bras. Puis, en rinçant ses cheveux du produit désinfectant, il remarque à l'arrière du crâne la présence d'un important hématome. Face à ces découvertes, Édouard Rivière se rend aussitôt dans le bureau de la responsable du funérarium. Elle se prénomme Estelle Laforêt, elle a 46 ans et dirige l'établissement depuis une dizaine d'années. Ce qu'il souhaite découvrir, ce sont les causes officielles du décès. Alors, quand il lui fait part de ses inquiétudes, cette dernière consulte immédiatement le dossier du défunt. Alexandre Le Gall a fait un AVC et est mort sur le coup. Pour Édouard Rivière, il y a là matière à se poser des questions. Entre les griffures présentes sur les avant-bras
et cet hématome visible à l'arrière du crâne, il prend aussitôt la décision d'arrêter les soins et de prévenir les services de police. Il est un peu moins de 13 heures lorsqu'au commissariat de Boulogne-Billancourt, un signalement de la part d'un des funérariums de la commune arrive sur le bureau du policier Jean Morel. Ce signalement est particulier car il est émis de la part du thanatopracteur chargé des derniers soins pratiqués sur le défunt. Peu habitué à ce genre de signalement, l'officier Morel ne perd pas une seule seconde. Il décide de se rendre immédiatement sur place, accompagné de l'officier Justine Barlin. Dès leur arrivée, ils sont reçus par Édouard Rivière, le thanatopracteur à l'origine du signalement. Ce dernier, avant de passer aux choses sérieuses, se présente comme gendarme à la retraite. Puis, il indique point par point les raisons qui le laissent croire à une mort plus violente qu'il n'y paraît. Tout d'abord, la présence de griffures sur les avant-bras, qui d'après leur aspect, remontent à quelques instants avant le décès. Car pour Édouard Rivière, ces blessures n'ont jamais eu le temps de cicatriser. Puis, il y a cet hématome, présent à l'arrière du crâne, qui laisse supposer une chute violente. Cet hématome, d'après son apparence, pourrait lui aussi remonter à quelques instants seulement avant le décès. Face aux enquêteurs, Édouard Rivière affirme que les dires de Madame Le Gall concernant les causes du décès de son mari sont peu probables. Un AVC brutal aurait probablement laissé des traces visibles sur le corps, comme au niveau des yeux par exemple. Pour les enquêteurs, il y a désormais suffisamment d'éléments pour faire intervenir le procureur de la République et obtenir l'ouverture d'une enquête. Nous sommes 4 jours après le signalement d'Édouard Rivière auprès de la police nationale. Le procureur de la République, dont les activités professionnelles sont fortement ralenties depuis l'arrivée du Covid-19, ouvre une enquête et demande à ce qu'une autopsie soit réalisée sur le corps d'Alexandre Le Gall. En attendant, l'enquête est confiée aux officiers de la SDPJ des Hauts-de-Seine, qui ne tardent pas à se rendre au domicile de Carla Le Gall afin de mieux comprendre ce qu'il s'est produit le 9 juin dernier. Dès leur arrivée, les officiers Blanchard et Aubry sont marqués par le comportement étrange de Carla Le Gall. Elle ne leur paraît pas attristée par le décès soudain et récent de son mari, mais nerveuse. Cette dernière ne tarde d'ailleurs pas à leur faire remarquer son incompréhension et ses réticences à l'idée que l'enterrement de son mari puisse être retardé par une simple autopsie. Elle précise qu'un médecin s'est pourtant rendu sur place à peine 1 heure après qu'elle ait constaté elle-même le décès de son mari en date du 9 juin 2020. Carla Le Gall affirme auprès des enquêteurs que le médecin dépêché sur place s'est montré formel sur la cause du décès. Il n'a fait preuve d'aucune hésitation quant à son diagnostic. Pour les enquêteurs, qui n'ont pour l'heure encore posé aucune question, ce déballage d'informations de la part de cette veuve leur paraît étrange. Ils vont donc pour l'heure mettre cela sur le dos du deuil, car ce qu'ils veulent surtout comprendre, c'est ce qu'il s'est passé entre les premiers signes de l'AVC et l'arrivée du médecin ayant constaté le décès. Face à leurs interrogations, Carla Le Gall indique qu'elle et son mari se trouvaient dans le sous-sol du pavillon. Alexandre lisait son journal, tandis qu'elle repassait du linge. Elle précise qu'avec Alexandre, ils formaient un couple très fusionnel et qu'ils avaient pour habitude de passer toutes leurs journées ensemble lorsque cela leur était possible. Carla Le Gall continue ses explications en racontant l'arrivée des premiers symptômes, survenus quelques secondes seulement après qu'Alexandre se soit levé pour se servir un verre d'eau. Elle indique l'avoir entendu se plaindre d'un violent mal de tête, puis
avoir aperçu son visage se figer. Quelques instants plus tard, tandis que sa femme s'approche de lui, Alexandre s'écroule au sol. Carla Le Gall ne nécessite que de quelques secondes pour réaliser que son mari est mort. Au domicile des Le Gall, les enquêteurs continuent leurs investigations. Ils découvrent ainsi que, depuis plusieurs années, Alexandre Le Gall était consommateur d'apixaban, un anticoagulant puissant permettant de prévenir d'une potentielle thrombophlébite profonde. Carla Le Gall précise qu'il était très régulièrement suivi par son médecin traitant à ce sujet. Malgré cela, le médecin ayant constaté le décès a pu faire le lien entre la consommation d'apixaban et la possibilité d'un AVC. Pour en découvrir davantage sur les raisons pouvant justifier la mort d'Alexandre Le Gall, les enquêteurs décident de contacter le médecin urgentiste ayant constaté le décès. Et là, c'est la surprise. Les policiers font la connaissance d'un médecin épuisé par le travail. Il indique avoir enchaîné les gardes, surtout depuis les grandes difficultés que traversent les services hospitaliers depuis l'arrivée du Covid-19. Face aux enquêteurs, ils tentent donc de se remémorer un maximum de détails au sujet d'Alexandre Le Gall. Il indique que sur place, rien n'a pu lui laisser croire à un possible homicide. D'après sa rigidité cadavérique et de sa température corporelle, il indique avoir estimé la mort à plus ou moins 1 heure avant son arrivée. Il se souvient en effet d'avoir remarqué une rigidité au niveau de la nuque et de la mâchoire, mais de ne pas avoir constaté de refroidissement particulier près des mains et des pieds. Lorsque les enquêteurs abordent le sujet des fameuses griffures identifiées sur les avant-bras du défunt, le médecin urgentiste n'a aucun souvenir d'un tel détail. Il reconnaît tout de même avoir enchaîné les décès à domicile depuis plusieurs semaines. Il peut en constater parfois jusqu'à une quinzaine par jour, un nombre colossal pour les épaules d'un seul homme. Mais les enquêteurs ont désormais suffisamment d'éléments pour douter de la thèse de l'AVC. Ils vont donc devoir attendre les résultats de l'autopsie. À Nanterre, dans les bureaux de la SDPJ, les officiers en charge de l'affaire Le Gall continuent leurs investigations et sont toujours dans l'attente des résultats de l'autopsie réclamée par le procureur de la République. Mais depuis 2 jours, les recherches avancent rapidement et les découvertes au sujet de Carla Le Gall s'accumulent. Carla Fernandez, de son vrai nom, est née à Madrid en 1969. C'est aux côtés de sa mère qu'elle arrive en France dans les années 80, alors âgée d'une dizaine d'années seulement. Toutes deux s'installent à Villepreux, dans les Yvelines. Ici, Carla Fernandez va finir son adolescence, du moins jusqu'au décès de sa mère, qui survient brutalement en 1990. Jusqu'en 1995, Carla Fernandez disparaît des radars. Il faut patienter jusqu'en 1996 pour que Carla Fernandez refasse son apparition. C'est cette année-là qu'elle épouse son premier mari et devient officiellement Carla Fleury. « 13h10, le vendredi 19 juin 2020. Les enquêteurs se présentent à la maison de retraite médicalisée de Maule, dans les Yvelines. C'est ici que réside Claude Fleury depuis 12 ans. L'homme, en fauteuil roulant et désormais âgé de 73 ans, les accueille chaleureusement autour d'une tasse de thé. À quelques heures des premiers résultats de l'autopsie d'Alexandre Le Gall, le temps presse et les enquêteurs ne passent pas par 4 chemins. La simple évocation du nom de Carla Fernandez fait frémir Claude Fleury. Les enquêteurs sont très vite surpris par les mots très piquants et les accusations qu'il a
à son égard. Il indique que s'il est ici, à l'EHPAD, c'est par sa faute. Ce serait elle qui aurait tenté de le tuer il y a de cela 20 ans, en lui surdosant ses médicaments à base de benzodiazépine. D'ailleurs, il va même jusqu'à dire que Carla Fernandez a demandé le divorce quelques jours seulement après son hospitalisation. Et bien que personne n'ait jamais pu prouver que Carla Fernandez ait tenté de le tuer, Claude Fleury, lui, en est certain. Sans enfant, sa petite fortune gagnée à la sueur de son front lui serait parvenue directement. Carla Fernandez avait donc toutes les raisons de vouloir sa mort. Pour les enquêteurs, bien que le vieil homme semble fatigué, il ne leur paraît pas fou pour autant. Et si Carla Fernandez était finalement impliquée dans la mort d'Alexandre Le Gall? Les résultats tant attendus de l'autopsie arrivent enfin sur le bureau des enquêteurs. Et il faut dire qu'ils sont sans appel. Alexandre Le Gall est décédé suite à une importante hémorragie interne au niveau du crâne, probablement causée par une chute violente. De plus, lors de l'analyse du sang de la victime, une dose d'apixaban 8 fois supérieure à celle recommandée, ainsi que du fluconazole, un traitement contre les mycoses vaginales, ont été analysés. Pour le médecin légiste, le surdosage d'anticoagulants combiné à la prise de fluconazole et à une chute violente ne peut mener qu'à une fin tragique. Les enquêteurs découvrent également, à travers ce rapport, qu'un ADN féminin a pu être prélevé et identifié sur les griffures visibles sur les avant-bras de la victime. Tout cela pousse donc les enquêteurs à faire de premières hypothèses. À l'arrivée du médecin urgentiste, le corps d'Alexandre Le Gall se trouvait au contrebas des escaliers qui mènent de la cuisine, située au rez-de-chaussée, au sous-sol du pavillon, là où l'on retrouve la buanderie du couple Le Gall. Alexandre aurait donc-il été volontairement poussé par-delà des escaliers? De plus, comment expliquer le surdosage du traitement anticoagulant qu'il consommait quotidiennement depuis de nombreuses années? Une dose, rappellent les enquêteurs, 8 fois supérieure à la dose recommandée par les autorités compétentes. Dans le dossier Le Gall, de nombreuses questions se posent désormais. Et ces questions vont continuer de s'accumuler après que les enquêteurs aient fait la découverte de l'existence du second mari de Carla Fernandez, un certain Jacques Duhamel, décédé il y a 11 ans dans des circonstances troublantes et similaires. Pour la SDPJ et le procureur de la République en charge de l'enquête, il y a désormais suffisamment d'éléments permettant de justifier de la garde à vue de Carla Fernandez. Mais les enquêteurs souhaitent prendre un peu plus de temps pour analyser les faits et approfondir les investigations. Ils demandent alors aussitôt à placer Carla Fernandez sur écoute, juste au cas où elle serait amenée à se confier sur d'autres crimes potentiels. Car oui, les enquêteurs en sont désormais certains, Carla Fernandez a bel et bien tué Alexandre Le Gall. Entre le surdosage de médicaments, la présence d'un traitement contre les mycoses vaginales, la chute violente dans les escaliers et l'ADN féminin retrouvé sur les avant-bras de la victime, cela ne laisse aucun doute. Mais ce dont ils sont également certains, c'est que Carla Fernandez est responsable de bien plus qu'un seul décès. Claude Fleury n'a peut-être été que la première victime ratée de Carla Fernandez. Et si, finalement, elle était parvenue à apprendre de ses erreurs et à se débarrasser de son second mari. Ils vont donc reprendre le profil de Carla Fernandez depuis le début et tenter de comprendre le chemin criminel de cette femme qui n'a, en l'occurrence, rien de l'allure d'un tueur en série.
Arrivée d'Espagne en 1984, Carla n'est âgée que de 15 ans lorsqu'elle s'installe aux côtés de sa mère dans les Yvelines, en région parisienne. Elle ne parle pas le français, mais tente tout de même de s'acclimater dans un pays qu'elle ne connaît pas. Son père, Alberto, meurt en décembre 1983, soit quelques semaines seulement avant son arrivée sur le territoire français. Et bien que les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur les raisons exactes de son décès, ils réussissent tout de même à retrouver la trace de quelques membres de la famille d'Alberto, dont Lucia Ortega, sa sœur aînée, habitant le sud-ouest de la France. Ils font donc aussitôt parvenir l'information à leur collègue de Saint-Jean-de-Luz afin que cette dernière soit entendue. En attendant, les enquêteurs poursuivent leurs investigations et parviennent finalement à retracer quelque peu le chemin de Carla Fernandez après la mort tragique de sa mère. En effet, en 1991, Carla Fernandez est âgée de 22 ans. Les enquêteurs découvrent qu'elle s'installe à Marseille et occupe un poste de femme de ménage à la mairie du 11e arrondissement entre juin 91 et décembre 93. C'est à partir de cette date que Carla Fernandez disparaît des radars avant de réapparaître en 1996, le jour où elle devient Madame Carla Fleury. D'après les documents retrouvés, Carla Fleury demande le divorce le 4 juillet 2001, soit 8 jours seulement après l'hospitalisation de Claude Fleury pour d'importants problèmes de santé. L'homme, très affaibli à la suite de son hospitalisation, accepte très vite les clauses du divorce et les demandes de sa future ex-femme. Carla Fleury redevient Carla Fernandez et disparaît à nouveau avant de réapparaître 3 ans plus tard, en 2004, le jour de son mariage avec un certain Jacques Duhamel, très connu dans le milieu de l'immobilier. Ils vont rester mariés pendant 5 ans, jusqu'au décès soudain de ce dernier, qui survient en octobre 2009 à son domicile situé à Versailles. Les enquêteurs tentent de retrouver la trace de l'entourage de Jacques Duhamel. Et par chance, ils finissent par mettre la main sur les coordonnées de Nathalie Duhamel, la fille unique de Jacques Duhamel. À Versailles, les enquêteurs se présentent au domicile de Nathalie Duhamel le jeudi 25 juin, près de 2 semaines après le signalement du funérarium de Boulogne-Billancourt. La demeure, construite au XVIIIe siècle et appartenant à la famille Duhamel depuis de nombreuses générations, est à l'état de ruine. Entre ses pierres recouvertes de mauvaises herbes, une toiture rafistolée et des fenêtres brisées remplacées par des planches de bois, les enquêteurs réalisent très vite que la fortune de l'agent immobilier a été dilapidée. Car oui, Jacques Duhamel n'était pas n'importe qui. Il était à la tête des agences Duhamel Immobilier, une célèbre franchise créée dans les années 40. À leur arrivée, les enquêteurs sont reçus par Nathalie Duhamel et sont invités à prendre place autour d'une tasse de thé. Et ce que l'on ne pourra jamais reprocher à Nathalie Duhamel, c'est son franc-parler. Elle leur demande aussitôt si leur présence a un lien direct avec l'ex-compagne de son père, Carla Fernandez. Les enquêteurs restent sans voix. Comment pourrait-elle le savoir ? Lorsqu'il lui pose la question afin de comprendre d'où peut lui venir une idée pareille, elle répond avoir toujours été convaincue de la responsabilité de Carla dans la mort de son père. Et elle va même plus loin. Elle affirme en effet avoir toujours été convaincue qu'un jour, Carla Fernandez frapperait à nouveau. Pour les enquêteurs, les propos de Nathalie Duhamel font l'effet d'une bombe. Car à l'époque, aucune enquête pour meurtre n'a été ouverte autour du décès de Jacques Duhamel. Et si des soupçons subsistaient autour de sa mort, pourquoi la famille n'a-t-elle pas agi en conséquence ? Les enquêteurs vont tenter d'en découvrir davantage. Ils vont tout d'abord demander à Nathalie Duhamel les raisons qui la laissent croire que Carla Fernandez ait pu assassiner son père. Et Nathalie va droit au but.
Elle indique dans un premier temps ne pas être certaine que son père ait eu un jour besoin d'antidépresseurs. Et même s'il en avait eu besoin, il avait beau être âgé, il avait toute sa tête. Comment aurait-il pu consommer une surdose d'antidépresseurs suffisamment importante pour entraîner un arrêt cardiaque? Elle précise aussi que c'est Carla Fernandez qui a découvert le corps sans vie de son père, inerte, dans son lit. Mais pour Nathalie, l'élément le plus troublant reste peut-être le suivant. En effet, le testament de son père a été modifié quelques semaines seulement avant sa mort. La principale héritière de l'empire du Hamel n'était donc plus sa fille, Nathalie, mais bien Carla Fernandez, mariée à Jacques depuis 2004. Pour les enquêteurs, il est venu le temps de prendre une décision et de placer Carla Fernandez en garde à vue afin d'entendre pour la toute première fois des explications sur tous ces faits qui lui sont reprochés. Samedi 27 juin 2020, 13h50, à Boulogne-Billancourt. 4 véhicules de la police nationale se dirigent, sirène hurlante, vers le domicile de Carla Fernandez. Cette dernière, initialement convoquée la veille afin d'être placée en garde à vue, ne s'est pas présentée dans les bureaux de la SDPJ. Les enquêteurs souhaitent donc en comprendre les raisons. Malheureusement, à l'arrivée des forces de l'ordre, le domicile des Le Gall est vide. Le véhicule du couple est absent, tandis que l'électricité a été coupée et les placards du bureau, ainsi que ceux de l'entrée, ont été vidés. Les enquêteurs perquisitionnent le pavillon et procèdent à des prélèvements ADN. Ces prélèvements sont envoyés au laboratoire afin d'être comparés aux échantillons prélevés sur les avant-bras d'Alexandre Le Gall. En attendant, le procureur de la République émet un mandat d'arrêt au nom de Carla Fernandez et demande à ce que ce mandat soit diffusé auprès de tous les services de police de France. Nous sommes 2 jours après la très large diffusion du mandat d'arrêt à l'encontre de Carla Fernandez. La presse, toujours gourmande de ce genre de faits divers, diffuse très largement l'information. Pourtant, la femme la plus recherchée de France reste pour l'heure introuvable. Une surveillance toute particulière est mise en place près de la frontière avec l'Espagne. Les enquêteurs suspectent en effet la veuve éplorée de vouloir quitter le territoire français et prendre la fuite le plus loin possible. Une question très importante se pose désormais. Sur qui va reposer les conséquences qu'engendre cette fuite? Car oui, la famille d'Alexandre Le Gall exige des explications. Les enquêteurs ont-ils eu raison d'attendre avant de placer Carla Fernandez en garde à vue? Cela, malgré avoir été convaincu depuis des jours de sa responsabilité dans la mort d'Alexandre Le Gall. Pour les enquêteurs en charge de l'affaire, tous les espoirs de mettre Carla Fernandez derrière les barreaux reposent désormais sur un simple mandat d'arrêt. Mercredi 21 octobre 2020, à la SDPJ de Nanterre. Il est un peu plus de 18h lorsque le téléphone du commissaire Blanchard se met à sonner. Il est aussitôt mis en relation avec la gendarmerie de Bagnères-de-Luchon, située en Haute-Garonne. Au bout du fil, l'homme est formel. Suite à un contrôle routier, il a dans son bureau une certaine Carla Fernandez. Elle correspond en tout point à celle recherchée depuis près de 4 mois par le parquet de Nanterre. Alors, par l'appui du juge d'instruction et du procureur de la République, elle est aussitôt placée en garde à vue et reconduite jusqu'en région parisienne afin d'être entendue par les enquêteurs en charge de l'affaire Le Gall.
L'affaire Fernandez est peut-être enfin sur le point d'être élucidée, une bonne fois pour toutes. Après une nuit passée sur la route, Carla Fernandez est installée en salle d'interrogatoire de la SDPJ de Nanterre le jeudi 22 octobre, un peu après 9h du matin. Face aux enquêteurs, celle qui est parvenue à leur échapper pendant 4 mois semble tenir bon. Habillée de vêtements de grande marque, les yeux cachés derrière une paire de lunettes de soleil, Carla Fernandez paraît sûre d'elle. Mais les enquêteurs n'ont pas dit leur dernier mot et n'ont pas la moindre intention de se laisser impressionner si facilement. Avant d'aller plus loin sur la mort d'Alexandre Le Gall, les enquêteurs souhaitent reprendre le déroulé de sa vie et revenir sur la mort de son père. Les enquêteurs s'étaient en effet retrouvés en grande difficulté afin de mettre la main sur l'acte de décès établi en Espagne en 1983. C'est en juin 2020, en pleine enquête sur la mort d'Alexandre Le Gall, qu'ils retrouvent Lucia Ortega, la sœur aînée d'Alberto Fernandez, le père de Carla. Et cette dernière a permis aux enquêteurs d'apprendre une information capitale pour l'enquête. Alberto Fernandez est décédé à la suite d'une consommation importante d'antidépresseurs et de somnifères. À l'époque, sa mort a donc été reconnue comme volontaire. Alberto Fernandez se serait suicidé en ingérant une grande quantité d'antidépresseurs combinés à la prise de somnifères. Mais Lucia Ortega a affirmé ne jamais y avoir cru. Elle a en effet déclaré aux enquêteurs que son frère n'était pas un consommateur d'antidépresseurs et ne l'avait jamais été. Carla, en revanche, était une adolescente difficile. Elle était en effet suivie par un psychologue et traitée par le biais d'antidépresseurs. Les enquêteurs reconnaissent une drôle de coïncidence. Et si Alberto Fernandez était la première victime de Carla? Et si sa mère, consciente de la gravité de la situation, avait décidé à l'époque de prendre la fuite pour protéger sa fille? En salle d'interrogatoire, face à ces premières hypothèses dressées par les enquêteurs, Carla Fernandez ne fléchit pas. Elle semble d'ailleurs même ignorer leurs propos. Ces accusations étant fondées uniquement sur des hypothèses, les enquêteurs décident de poursuivre leur interrogatoire et de s'intéresser d'un peu plus près à Claude Fleury, son premier mari. À l'écoute de son prénom, Carla Fernandez tique une première fois. Les enquêteurs souhaitent comprendre les raisons qui l'auraient poussé à demander le divorce, quelques jours seulement après l'apparition des problèmes de santé et de son entrée à l'hôpital. Face aux interrogations des enquêteurs, Carla Fernandez répond qu'elle avait beau aimer profondément Claude Fleury, son âge était devenu un vrai problème dans leur couple. Bien qu'il ne soit à peine âgé de 50 ans à l'époque des faits, Carla indique que Claude Fleury paraissait bien plus âgé qu'il ne l'était. Moins performant au travail, il ramenait moins d'argent au sein du foyer, impactant très fortement leur train de vie. Fini les week-ends de luxe, les vacances aux Maldives et les grandes marques de vêtements. Le couple devait faire de sérieuses économies et Carla se devait de trouver un travail. Lorsque les enquêteurs lui font part de leurs hypothèses sur les raisons qui auraient pu la pousser à tuer Claude Fleury, Carla se met à sourire. Elle affirme que Claude se préparait lui-même ses médicaments et nie avoir eu connaissance de sa prise de benzodiazépine. Les enquêteurs comprennent que Carla Fernandez n'avouera en aucun cas les faits qui lui sont reprochés. Après tout ce qu'ils avancent repose essentiellement sur de simples spéculations. Alors, avant d'aborder l'ultime sujet, celui concernant la mort d'Alexandre Le Gall, il décide de passer au décès soudain de son second mari, Jacques Duhamel.
salle d'interrogatoire, le nom de Jacques Duhamel fait le même effet que celui d'Alberto Fernandez. Il ne se passe absolument rien dans les yeux de Carla. Elle se contente de déclarer que la mort de Jacques était une tragédie terrible et que personne ne pouvait se douter qu'il perdait la tête au point d'avaler une plaquette entière d'antidépresseurs. Quand les enquêteurs lui demandent si elle était au courant que son mari consommait ce type d'antidépresseurs, Carla répond par l'affirmative. Son mari souffrait de ses nombreuses années passées à se démener au travail, à faire de l'entreprise familiale la plus présente sur le marché de l'immobilier en France. La réussite, indique Carla, ça a un prix. Et Jacques Duhamel semble en avoir fait les frais. Alors, quand les enquêteurs lui demandent si elle ne trouve pas cela étrange que son père, ainsi que ses 2 premiers maris soient morts à la suite d'une surdose de médicaments, Carla sourit une fois de plus. Elle va même jusqu'à préciser que Claude Fleury n'est pas mort. Les enquêteurs commencent à fatiguer face à cette provocation constante dont elle fait preuve à leur égard. Ils vont donc aborder l'ultime sujet, celui de son dernier mari en date, celui qui risque de la faire bondir de son siège, une bonne fois pour toutes. Face à l'affaire Alexandre Le Gall, Carla Fernandez n'a désormais plus d'excuses. Plus possible de se cacher derrière des enquêtes qui n'ont pas été ouvertes ou derrière de simples suppositions. L'enquête sur la mort de son mari est réelle et les éléments qui la composent sont lourds de conséquences. En salle d'interrogatoire, les enquêteurs commencent par lui indiquer que des griffures, remontant à quelques instants seulement avant la mort, ont pu être identifiées sur les avant-bras de son mari. Un ADN a d'ailleurs pu être identifié. Mais avant d'en dire davantage, ils vont revenir sur les causes de la mort, identifiées par le médecin légiste. Quand les enquêteurs commencent par annoncer à Carla qu'une violente chute aurait causé une importante hémorragie interne, elle tique. Et son visage va continuer de se crisper encore un peu plus. Lorsque les enquêteurs lui annoncent avoir découvert dans son sang une dose d'apixaban 8 fois supérieure à celle recommandée par les autorités de santé, ainsi que la présence de fluconazole, un traitement contre les mycoses vaginales, Carla semble paniquer. D'ailleurs, les enquêteurs ont découvert que ce même traitement à base de fluconazole a été prescrit à Madame Fernandez par son médecin traitant quelques semaines avant la mort tragique de son mari. Face à toutes ces preuves irréfutables, l'étau se resserre encore un peu plus sur Carla Fernandez. Face à l'absence de réaction de leur suspecte, les enquêteurs décident d'insister sur certains éléments et plus particulièrement sur un témoignage clé dans l'enquête, celui de son médecin traitant. Ce dernier avait en effet affirmé aux enquêteurs avoir mis en garde Carla Fernandez des conséquences de l'association du fluconazole à d'autres types de médicaments comme ceux à base d'apixaban. Il a même reconnu avoir été surpris par la question qui avait suivi sa mise en garde concernant les possibles effets liés à la consommation de ces 2 médicaments à la fois. Il avait donc répondu à Carla Fernandez que la consommation de ces 2 médicaments engendrait une fluidification du sang trop importante et risquait d'engendrer une hémorragie très dangereuse. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, il avait indiqué que si Alexandre Le Gall avait été victime d'un tel mélange, sa mort avait dû être lente et douloureuse. Il a pu agoniser pendant de longues minutes avant de succomber. Pour Carla Fernandez, aucune des nombreuses hypothèses dressées jusque-là par les enquêteurs ne tient la route. Elle affirme n'avoir jamais tué ni poussé qui que ce soit dans les escaliers. Pourtant, les enquêteurs ont désormais la preuve irréfutable qui prouve le contraire. L'ADN de Carla Fernandez a en effet pu être identifié sur les griffures présentes sur les avant-bras d'Alexandre Le Gall, ainsi que sous ses ongles. Face à cette dernière preuve qui lui est présentée, Carla Fernandez
se taire un peu plus dans le silence. Elle ne prononcera plus un mot sans la présence de son avocat et ne reconnaîtra d'ailleurs jamais être la responsable de la mort d'Alexandre Le Gall. Pour les enquêteurs et le procureur de la République, la culpabilité de Carla Fernandez ne fait aucun doute. Elle est donc placée en détention provisoire en attente de son procès. En attendant, le parquet va travailler sur 2 autres enquêtes la concernant. Celle de la tentative de meurtre sur son premier mari, Claude Fleury, ainsi que celle sur le meurtre de son second mari, Jacques Duhamel. Concernant Alberto Fernandez, le père de la suspecte, les faits s'étant déroulés en Espagne, l'enquête ne sera pas poursuivie. Pour la famille d'Alexandre Le Gall, mais aussi pour celle de Jacques Duhamel et de Claude Fleury, l'arrestation de Carla Fernandez est un soulagement. Carla Fernandez, la croqueuse des Hauts-de-Seine, ne pourra plus jamais escroquer ni tuer qui que ce soit. Vous venez d'écouter une nouvelle enquête du crime du mardi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et ainsi découvrir l'actualité de nos publications. Merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt dans le crime du mardi.